Bienvenue dans cette série éducative dédiée à la maladie de Parkinson. Nous allons explorer ensemble cette pathologie neurodégénérative importante en nous concentrant sur les aspects cliniques et pratiques essentiels. La maladie de Parkinson est une affection neurodégénérative qui touche principalement le système nerveux central. Elle se caractérise par une perte progressive des neurones producteurs de dopamine. Pour mieux comprendre cette maladie, examinons d'abord l'anatomie du cerveau et les structures impliquées dans le contrôle du mouvement. Dans la maladie de Parkinson, c'est spécifiquement la substance noire qui est affectée. Cette région du cerveau produit la dopamine, un neurotransmetteur essentiel pour le contrôle des mouvements. Cette diminution de dopamine entraîne les symptômes caractéristiques de la maladie de Parkinson, qui affectent principalement la motricité et le mouvement. Dans les sections suivantes, nous explorerons en détail chacun de ces signes cliniques, les critères diagnostiques, les diagnostics différentiels et les approches thérapeutiques modernes pour une prise en charge optimale. L'akinésie, également appelée bradykinésie, constitue l'un des 4 signes cardinaux de la maladie de Parkinson. Ce symptôme se caractérise par un ralentissement marqué et une diminution de l'amplitude des mouvements volontaires. L'akinésie se définit comme une difficulté à initier les mouvements, tandis que la bradykinésie correspond au ralentissement de l'exécution motrice. Ces deux termes sont souvent utilisés de manière interchangeable en pratique clinique. L'une des manifestations les plus caractéristiques de l'akinésie est l'hypomimie, ou réduction des expressions faciales. Les patients présentent un visage figé, avec une diminution de la fréquence de clignement des yeux et une expression faciale appauvrie. L'akinésie affecte également l'écriture, provoquant ce qu'on appelle la micrographie. L'écriture devient progressivement plus petite et moins lisible au fur et à mesure que le patient écrit. Les mouvements répétitifs des mains sont particulièrement affectés dans l'akinésie. Les patients ont des difficultés à effectuer des gestes fins et répétitifs, comme taper des doigts ou faire des mouvements d'opposition du pouce. L'akinésie affecte également la marche et la posture. Les patients développent une démarche caractéristique avec des pas courts et traînants, une posture penchée vers l'avant et peuvent présenter une festination de la marche. L'évaluation clinique de l'akinésie repose sur l'observation directe et des tests standardisés. L'échelle UPDRS partie 3 permet de quantifier objectivement la sévérité de l'akinésie et de suivre son évolution dans le temps. Le tremblement de repos est l'un des signes cardinaux les plus reconnaissables de la maladie de Parkinson. Explorons ses caractéristiques distinctives. Le tremblement de repos se définit comme un tremblement qui apparaît lorsque le membre est complètement détendu et au repos et qui tend à diminuer ou disparaître lors d'un mouvement volontaire. Cette image illustre parfaitement le tremblement de repos. Observez les lignes floues autour de la main qui indiquent le mouvement de tremblement caractéristique. Les caractéristiques principales du tremblement de repos incluent sa présence au repos complet, sa diminution avec le mouvement volontaire et sa fréquence typique de 4 à 6 Hz. Le tremblement de repos est souvent décrit comme un mouvement de roulement de pilule. Ce terme fait référence au mouvement caractéristique du pouce contre l'index, comme si le patient roulait une petite pilule entre ses doigts. Cette image montre clairement le geste de pincement caractéristique, ainsi que la posture typique du patient parkinsonien. Il est crucial de différencier le tremblement de repos parkinsonien des autres types de tremblements. Ce tableau compare les caractéristiques principales de chaque type. Le tremblement parkinsonien est prédominant au repos, contrairement au tremblement essentiel, qui apparaît principalement lors de l'action. La fréquence est également différente, plus lente dans la maladie de Parkinson. En conclusion, le tremblement de repos est un signe précoce et caractéristique qui aide considérablement au diagnostic de la maladie de Parkinson. Sa reconnaissance précoce permet une prise en charge adaptée. La rigidité est le 3e signe cardinal de la maladie de Parkinson. Elle se caractérise par une résistance accrue au mouvement passif d'un membre. La rigidité, également appelée hypertonie, est une augmentation anormale du tonus musculaire. Contrairement à la spasticité, elle affecte de manière égale les muscles fléchisseurs et extenseurs.
Lors de l'examen clinique, le médecin teste la rigidité en mobilisant passivement les articulations du patient. Le membre est déplacé lentement et de manière répétée pour évaluer la résistance musculaire. Un phénomène caractéristique est la rigidité en roue dentée. Lors de la mobilisation passive, le médecin ressent une résistance saccadée, comme si l'articulation était équipée d'une roue dentée qui accroche à intervalles réguliers. Cette image illustre les différents signes de la maladie de Parkinson, incluant la rigidité en roue dentée que nous venons de décrire, ainsi que les autres symptômes cardinaux. La rigidité contribue significativement à la lenteur des mouvements et à la posture figée caractéristique des patients parkinsoniens. Elle affecte particulièrement les muscles du tronc et des membres. En résumé, la rigidité est un signe cardinal majeur de la maladie de Parkinson. Elle se manifeste par une résistance accrue au mouvement passif, souvent ressentie comme une roue dentée, et contribue aux difficultés motrices des patients. L'instabilité posturale constitue le quatrième signe clinique cardinal de la maladie de Parkinson. Elle se caractérise par une perte des réflexes posturaux normaux. L'instabilité posturale correspond à une altération des mécanismes automatiques qui nous permettent normalement de maintenir notre équilibre et notre posture debout. Observons la différence entre une posture normale et une posture altérée. Le patient parkinsonien développe progressivement une posture fléchie caractéristique. Pour comprendre l'instabilité posturale, il est essentiel de connaître les mécanismes normaux de l'équilibre. Le maintien de la stabilité repose sur plusieurs stratégies. Les stratégies normales d'équilibre incluent le déplacement de la base de support, le maintien du centre de gravité au-dessus de cette base et l'élargissement de la base de sustentation si nécessaire. Dans la maladie de Parkinson, ces mécanismes sont altérés, ce qui entraîne un risque accru de chute. L'instabilité posturale est particulièrement préoccupante car elle compromet la sécurité du patient. L'évaluation de l'instabilité posturale fait appel à plusieurs tests cliniques. Le test de traction, ou pull test, est l'examen de référence pour évaluer les réflexes posturaux. La prise en charge de l'instabilité posturale repose sur plusieurs approches complémentaires. La rééducation et l'adaptation de l'environnement sont essentielles pour réduire le risque de chute. Il est important de noter que l'instabilité posturale apparaît généralement plus tardivement dans l'évolution de la maladie de Parkinson, contrairement aux autres signes cardinaux qui peuvent être présents dès le début. En résumé, l'instabilité posturale est un signe cardinal majeur qui nécessite une évaluation systématique et une prise en charge multidisciplinaire pour prévenir les chutes et maintenir l'autonomie du patient. Le diagnostic de la maladie de Parkinson repose sur des critères cliniques précis que nous allons examiner en détail. Le diagnostic de la maladie de Parkinson est avant tout un diagnostic clinique. Il n'existe pas de test sanguin ou d'examen unique qui puisse confirmer la maladie de façon définitive. Pour poser le diagnostic, il faut identifier au moins 2 des 4 signes cardinaux de la maladie de Parkinson. Voici ces signes fondamentaux. Les 4 signes cardinaux sont l'akinésie ou bradykinésie, le tremblement de repos, la rigidité et l'instabilité posturale. L'akinésie est souvent le signe le plus précoce et le plus invalidant. Il est essentiel d'exclure d'autres causes possibles de parkinsonisme. Cela inclut les médicaments, les autres maladies neurodégénératives et les causes secondaires. En cas de doute diagnostique, le DaTscan peut être utilisé. Cet examen d'imagerie permet de visualiser l'activité des neurones dopaminergiques et d'aider à confirmer le diagnostic. En résumé, le diagnostic de la maladie de Parkinson nécessite une approche méthodique combinant l'évaluation clinique, l'identification des signes cardinaux et l'exclusion d'autres causes. Il est essentiel de distinguer la maladie de Parkinson des parkinsonismes atypiques. Ces conditions partagent des symptômes similaires, mais diffèrent par leur évolution et leur réponse au traitement. Examinons d'abord la répartition des différents types de syndrome parkinsonien. La maladie de Parkinson représente environ 80% des cas, tandis que les parkinsonismes atypiques constituent 10 à 15% des cas. Les 2 principales formes de parkinsonisme atypique sont l'atrophie multisystématisée, ou AMS, et la paralysie supranucléaire progressive, ou PSP. Chacune présente des caractéristiques distinctives importantes.
L'atrophie multisystématisée se caractérise par une dysautonomie précoce avec hypotension orthostatique et troubles urinaires. Les patients présentent souvent une mauvaise réponse à la lévodopa et une progression plus rapide que la maladie de Parkinson. La paralysie supranucléaire progressive se distingue par une paralysie du regard vertical, des chutes précoces et une rigidité axiale prédominante. Comparons ces caractéristiques avec celles de la maladie de Parkinson. L'imagerie cérébrale peut également aider au diagnostic différentiel. Les IRM montrent des patterns d'atrophie spécifiques dans les parkinsonismes atypiques, différents de ceux observés dans la maladie de Parkinson idiopathique. En résumé, le diagnostic différentiel repose sur l'identification de signes d'alarme, dysautonomie précoce pour l'AMS, paralysie du regard et chute pour la PSP, et une réponse limitée à la lévodopa pour les deux conditions. Certains médicaments peuvent induire des symptômes parkinsoniens qui imitent la maladie de Parkinson. Il est crucial d'identifier ces causes iatrogènes avant de poser un diagnostic définitif. Dans un cerveau normal, la dopamine circule librement entre les neurones et se lie aux récepteurs dopaminergiques, permettant un contrôle moteur normal. Certains médicaments bloquent les récepteurs dopaminergiques, empêchant la dopamine de se fixer et créant des symptômes parkinsoniens artificiels. Les principales classes de médicaments responsables incluent les antipsychotiques qui bloquent directement les récepteurs dopaminergiques, les antiémétiques comme le métoclopramide et certains bloqueurs des canaux calciques. Cette infographie illustre les mécanismes d'action des médicaments antiparkinsoniens et leurs interactions. Il est essentiel de comprendre ces mécanismes pour identifier les causes iatrogènes. L'évolution temporelle est caractéristique. Les symptômes apparaissent après l'introduction du médicament et s'améliorent progressivement après son arrêt, confirmant l'origine iatrogène. Les points clés du diagnostic incluent la recherche systématique des antécédents médicamenteux, l'établissement d'une relation temporelle claire et la confirmation par l'amélioration après arrêt du médicament incriminé. L'identification des causes iatrogènes est essentielle car elle permet d'éviter un diagnostic erroné de maladie de Parkinson et d'adapter le traitement en conséquence. Le tremblement essentiel représente l'une des principales causes de tremblement à distinguer de la maladie de Parkinson. Cette distinction est cruciale pour un diagnostic précis et une prise en charge appropriée. Le tremblement essentiel est un trouble neurologique bénin, mais souvent invalidant. Il se caractérise par un tremblement d'action, c'est-à-dire qu'il apparaît pendant le mouvement volontaire, contrairement au tremblement de repos de Parkinson. La différence fondamentale réside dans le moment d'apparition du tremblement. Observons cette distinction cruciale entre tremblement de repos et tremblement d'action. Le tremblement de Parkinson survient au repos quand la main est posée et détendue. Il disparaît généralement lors du mouvement volontaire. À l'inverse, le tremblement essentiel apparaît pendant l'action et s'atténue au repos. Cette différence se manifeste clairement dans les activités quotidiennes. Observons l'impact du tremblement essentiel sur l'écriture et le dessin, où il devient particulièrement visible. Le test de la spirale est un outil diagnostique simple mais révélateur. Une personne avec un tremblement essentiel aura des difficultés à tracer une spirale régulière, produisant un tracé irrégulier et saccadé. L'examen clinique permet de distinguer ces tremblements par des manœuvres spécifiques. Examinons les différents types de tremblements et leurs caractéristiques distinctives. La classification des tremblements aide à orienter le diagnostic. L'examen clinique évalue le tremblement au repos et en action pour différencier ces deux conditions neurologiques distinctes. Établissons maintenant les critères diagnostiques précis qui permettent de distinguer définitivement le tremblement essentiel de celui de la maladie de Parkinson. Ces critères diagnostiques permettent une distinction claire. Le tremblement essentiel est isolé, s'améliore avec l'alcool et reste stable, tandis que le tremblement de Parkinson s'accompagne d'autres symptômes moteurs et évolue progressivement. En résumé, la distinction entre tremblement essentiel et tremblement de Parkinson repose sur l'observation clinique attentive du moment d'apparition du tremblement et la recherche de signes associés. Cette différenciation est essentielle pour orienter la prise en charge thérapeutique appropriée.
Les traitements dopaminergiques constituent la pierre angulaire de la prise en charge de la maladie de Parkinson. Ils visent à compenser le déficit en dopamine caractéristique de cette pathologie. Dans la maladie de Parkinson, la dégénérescence des neurones dopaminergiques entraîne une diminution significative de la dopamine disponible. Les traitements dopaminergiques permettent de restaurer partiellement cette neurotransmission défaillante. Il existe 3 catégories principales de traitements dopaminergiques. La levodopa reste le traitement de référence et le plus efficace. Les agonistes dopaminergiques agissent directement sur les récepteurs. Les inhibiteurs de la MAOB préservent la dopamine endogène. Voici le mécanisme d'action de la levodopa. Contrairement à la dopamine qui ne peut pas traverser la barrière hémato-encéphalique, la levodopa pénètre dans le cerveau où elle est convertie en dopamine par l'enzyme aromatique L-aminoacide décarboxylase. Les inhibiteurs de la monoamine oxydase B agissent différemment. Ils bloquent l'enzyme MAOB qui dégrade la dopamine dans les mitochondries et inhibe également le transporteur de recapture de la dopamine, augmentant ainsi sa concentration synaptique. En résumé, la levodopa demeure le traitement le plus efficace pour la maladie de Parkinson. Les agonistes dopaminergiques offrent une efficacité modérée, tandis que les inhibiteurs MAOB ont plutôt un rôle adjuvant. Le choix thérapeutique doit être individualisé selon le profil de chaque patient. La levodopa représente le traitement de référence de la maladie de Parkinson depuis plus de 50 ans. Ce médicament révolutionnaire a transformé la prise en charge de cette maladie générative. La levodopa, également appelée L-DOPA, est un précurseur de la dopamine. Contrairement à la dopamine elle-même, la levodopa peut traverser la barrière hémato-encéphalique pour atteindre le cerveau où elle sera convertie en dopamine. Voyons maintenant comment fonctionne la levodopa au niveau moléculaire. Cette image illustre le mécanisme complexe de conversion de la levodopa en dopamine dans le cerveau. La levodopa améliore remarquablement les symptômes moteurs de la maladie de Parkinson. Elle agit particulièrement bien sur la bradykinésie, la rigidité et les tremblements. Cependant, l'efficacité de la levodopa peut diminuer avec le temps. Ce graphique montre l'évolution des niveaux de levodopa dans le cerveau et l'apparition de fluctuations thérapeutiques. En résumé, la levodopa reste le traitement de référence grâce à son efficacité remarquable sur les symptômes moteurs. Cependant, sa gestion à long terme nécessite une surveillance attentive pour prévenir et gérer les complications motrices qui peuvent survenir avec le temps. Dans cette section, nous allons explorer 2 classes importantes de médicaments utilisés dans le traitement de la maladie de Parkinson: les agonistes dopaminergiques et les inhibiteurs de la MAOB. Commençons par les agonistes dopaminergiques. Ces médicaments imitent l'action de la dopamine naturelle en se liant directement aux récepteurs dopaminergiques dans le cerveau. Visualisons comment fonctionnent les agonistes dopaminergiques au niveau synaptique. Contrairement à la levodopa, qui doit être convertie en dopamine, les agonistes agissent directement sur les récepteurs. Les agonistes dopaminergiques peuvent être utilisés en monothérapie, particulièrement chez les patients jeunes au début de la maladie, ou en association avec la levodopa pour optimiser le contrôle des symptômes. Passons maintenant aux inhibiteurs de la MAOB. Ces médicaments agissent différemment en bloquant l'enzyme monoamine oxydase B, responsable de la dégradation de la dopamine. Voici le mécanisme d'action des inhibiteurs de la MAOB au niveau synaptique. En bloquant l'enzyme MAOB dans les mitochondries, ces médicaments empêchent la dégradation de la dopamine, augmentant ainsi sa disponibilité. Les inhibiteurs de la MAOB présentent plusieurs avantages thérapeutiques. Ils peuvent être utilisés seuls dans les formes légères de la maladie ou en complément d'autres traitements dopaminergiques. En résumé, les agonistes dopaminergiques et les inhibiteurs de la MAOB représentent 2 approches complémentaires dans l'arsenal thérapeutique de la maladie de Parkinson, chacune avec ses indications spécifiques selon le profil du patient. La stratégie d'introduction des traitements dopaminergiques dans la maladie de Parkinson doit être soigneusement adaptée selon l'âge du patient. Cette approche personnalisée permet d'optimiser l'efficacité thérapeutique tout en minimisant les complications à long terme. Chez les patients jeunes,
âgés de moins de 65 ans, la stratégie recommandée consiste à privilégier les agonistes dopaminergiques en première intention. Cette approche permet de retarder l'introduction de la levodopa et ainsi limiter le risque de complications motrices à long terme. En revanche, chez les patients plus âgés, de 65 ans et plus, la levodopa peut être introduite plus rapidement et directement. À cet âge, l'efficacité immédiate du traitement prime souvent sur les préoccupations de complications à long terme. Pour mieux comprendre l'importance de cette stratégie, examinons le mécanisme d'action de la levodopa, le traitement de référence dans la maladie de Parkinson. La levodopa est un précurseur de la dopamine qui peut traverser la barrière hémato-encéphalique. Une fois dans le cerveau, elle se convertit en dopamine, compensant ainsi le déficit dopaminergique caractéristique de la maladie de Parkinson. La différence de stratégie selon l'âge s'explique par plusieurs facteurs importants que nous devons considérer dans la prise en charge thérapeutique. Chez les patients jeunes, l'espérance de vie plus longue justifie une approche prudente pour éviter les dyskinésies précoces. Les agonistes dopaminergiques sont généralement mieux tolérés dans cette population. Chez les patients âgés, l'efficacité immédiate de la levodopa est prioritaire et le risque de complications cognitives avec les agonistes est plus élevé. Cette stratégie d'introduction personnalisée selon l'âge représente un élément clé de la prise en charge optimale de la maladie de Parkinson, permettant d'adapter le traitement aux besoins spécifiques de chaque patient. Les fluctuations motrices représentent l'un des effets secondaires les plus problématiques des traitements dopaminergiques, particulièrement de la levodopa. Ces fluctuations se caractérisent par des variations importantes de l'état moteur du patient au cours de la journée, créant une alternance entre périodes de bonne mobilité et périodes de blocage moteur. Observons le pattern typique des fluctuations motrices au cours d'une journée. Ce graphique illustre parfaitement l'alternance entre les périodes on et off que vivent les patients. Les périodes on correspondent au moment où les symptômes sont bien contrôlés et la mobilité est satisfaisante. Les périodes off se caractérisent par le retour des symptômes parkinsoniens avec blocage moteur et rigidité. Pour comprendre le mécanisme de ces fluctuations, examinons l'évolution des taux sanguins de levodopa. Ce graphique montre la fenêtre thérapeutique et les zones problématiques. La fenêtre thérapeutique représente la zone optimale où le patient est en période on. En dessous, c'est la période off avec retour des symptômes. Au-dessus, on observe des dyskinésies. Le mécanisme sous-jacent implique la conversion de la levodopa en dopamine au niveau synaptique. Initialement efficace, ce processus devient moins prévisible avec l'évolution de la maladie. La prise en charge des fluctuations motrices nécessite des ajustements thérapeutiques précis. Plusieurs stratégies peuvent être employées pour optimiser le contrôle symptomatique. Voici un aperçu des principales options thérapeutiques disponibles. Le choix et l'ajustement de ces traitements doivent être personnalisés selon le profil de chaque patient. En conclusion, les fluctuations motrices représentent un défi thérapeutique majeur nécessitant une approche individualisée. L'objectif est de maintenir le patient dans la fenêtre thérapeutique le plus longtemps possible. Les dyskinésies représentent l'un des effets secondaires les plus préoccupants des traitements dopaminergiques à long terme dans la maladie de Parkinson. Les dyskinésies sont des mouvements involontaires anormaux qui se caractérisent par des contractions musculaires incontrôlables, des torsions et des mouvements choréiformes. Cette illustration montre des exemples typiques de mouvements involontaires que peuvent présenter les patients atteints de dyskinésie. Les dyskinésies se développent progressivement avec l'utilisation prolongée de la levodopa. Elles apparaissent généralement après plusieurs années de traitement. Au niveau moléculaire, les dyskinésies résultent de modifications complexes des voies de signalisation dopaminergique dans le cerveau. La prise en charge des dyskinésies nécessite une adaptation thérapeutique minutieuse. Plusieurs stratégies peuvent être employées pour réduire ces mouvements involontaires. La gestion clinique des dyskinésies requiert une approche individualisée. L'objectif est de maintenir l'efficacité motrice tout en minimisant les mouvements involontaires. En résumé,
Les dyskinésies sont un défi thérapeutique majeur qui nécessite une adaptation constante du traitement pour optimiser la qualité de vie des patients parkinsoniens. Les nouvelles recommandations thérapeutiques dans la maladie de Parkinson marquent une évolution majeure vers une approche personnalisée du traitement. Pour comprendre ces nouvelles approches, observons d'abord le problème des fluctuations motrices que rencontrent de nombreux patients. Ce graphique illustre les variations importantes entre les périodes off, où les symptômes réapparaissent, et les périodes on, avec parfois des dyskinésies. Ces fluctuations nécessitent une adaptation thérapeutique personnalisée. Les nouvelles recommandations mettent l'accent sur la personnalisation des traitements en tenant compte des symptômes spécifiques de chaque patient et de leur réponse individuelle aux médicaments. Pour mieux comprendre les mécanismes d'action, examinons comment la dopamine fonctionne au niveau synaptique et comment nous pouvons optimiser son utilisation. Parmi les approches innovantes disponibles, nous disposons maintenant de la pompe à dopamine Lesigimon, qui permet une administration continue et personnalisée du traitement. Une autre option innovante est la Duodopa, qui permet l'administration continue de l'évodopa directement dans l'intestin grêle via une sonde, offrant une absorption plus stable. Ces nouvelles approches thérapeutiques sont particulièrement indiquées pour les patients présentant des fluctuations motrices sévères qui ne sont plus suffisamment contrôlées par les traitements oraux conventionnels. L'adaptation thérapeutique moderne repose donc sur une évaluation individualisée permettant de choisir la stratégie la plus appropriée pour chaque patient, améliorant ainsi significativement leur qualité de vie. La rééducation constitue un pilier fondamental dans la prise en charge globale de la maladie de Parkinson. Elle complète efficacement les traitements médicamenteux en agissant sur les aspects moteurs et non moteurs de la maladie. Cette approche thérapeutique non médicamenteuse vise à maintenir et améliorer les capacités fonctionnelles des patients, en travaillant spécifiquement sur la mobilité, l'équilibre, la parole et la déglutition. La kinésithérapie représente un élément clé de la rééducation. Elle s'adapte au stade d'évolution de la maladie et propose des exercices spécifiques pour chaque patient. Les exercices de kinésithérapie sont adaptés selon le stade de la maladie. Au stade précoce, on privilégie les exercices de renforcement comme les squats sur chaise et la marche rapide. Au stade intermédiaire, les ponts et la danse sont recommandés. Au stade avancé, des exercices plus doux comme les pas lourdes et les élévations de talons permettent de maintenir la mobilité. Cette progression adaptée optimise les bénéfices thérapeutiques. L'orthophonie traite les troubles de la communication et de la déglutition fréquents dans la maladie de Parkinson. Ces troubles peuvent apparaître précocement et s'aggraver avec l'évolution de la maladie. L'orthophonie propose des exercices d'échauffement vocal, des exercices d'amplitude vocale et des exercices de hauteur tonale. Ces techniques permettent d'améliorer la qualité de la voix et la compréhension. La déglutition est un processus complexe en 3 phases que l'orthophonie aide à optimiser. Les troubles de déglutition peuvent entraîner des risques de fausse route et nécessitent une prise en charge spécialisée. La rééducation multidisciplinaire apporte des bénéfices durables. Elle maintient l'autonomie, améliore la qualité de vie et ralentit le déclin fonctionnel. L'approche combinée kinésithérapie-orthophonie optimise les résultats thérapeutiques. Cette prise en charge personnalisée s'adapte aux besoins spécifiques de chaque patient et évolue selon la progression de la maladie, garantissant une approche thérapeutique optimale. L'activité physique adaptée représente un pilier essentiel de la prise en charge non médicamenteuse de la maladie de Parkinson. Elle offre de nombreux bénéfices pour améliorer la qualité de vie des patients. L'activité physique adaptée apporte 4 bénéfices majeurs aux patients parkinsoniens. L'amélioration de la force musculaire, l'augmentation de la souplesse, le renforcement de l'équilibre et l'amélioration globale de la qualité de vie. Explorons maintenant 3 types d'activités particulièrement bénéfiques. Commençons par la gymnastique adaptée. La gymnastique adaptée utilise des exercices avec chaise pour assurer la sécurité. Elle propose des mouvements contrôlés qui renforcent les muscles et améliorent la coordination,
tout en s'adaptant aux capacités de chaque patient. Le yoga constitue une autre approche très bénéfique pour les patients parkinsoniens. Le yoga adapté propose des postures douces et progressives qui améliorent la flexibilité. Les techniques de respiration aident à réduire le stress, tandis que les exercices d'équilibre améliorent le contrôle postural. Le tai chi représente une discipline particulièrement adaptée aux besoins des patients parkinsoniens. Le tai chi utilise des mouvements lents et fluides qui améliorent particulièrement l'équilibre et réduisent le risque de chute. Cette discipline développe la coordination et la concentration et peut être pratiquée en groupe pour favoriser le lien social. Pour être efficace, l'activité physique adaptée doit respecter certains principes fondamentaux. 4 principes guident la mise en place d'une activité physique adaptée. L'adaptation individuelle selon les capacités de chaque patient, la pratique régulière d'au moins 2 à 3 séances par semaine, l'encadrement par un professionnel qualifié et une progression graduelle de l'intensité. L'activité physique adaptée constitue ainsi un complément thérapeutique essentiel qui améliore significativement la qualité de vie des patients parkinsoniens lorsqu'elle est pratiquée de manière régulière et encadrée. La maladie de Parkinson ne se limite pas aux symptômes moteurs. Elle a un impact profond sur l'état psychologique des patients et de leurs proches. Le diagnostic de Parkinson peut provoquer anxiété, dépression et inquiétude. Les patients font face à une perte progressive d'autonomie qui affecte leur estime de soi et leurs relations familiales. Plusieurs types de soutien psychologique sont disponibles. La thérapie individuelle permet un accompagnement personnalisé. Les groupes de soutien offrent le partage d'expériences. Le soutien familial aide les proches à mieux comprendre et accompagner. Le soutien psychologique apporte de nombreux bénéfices. Il aide à réduire l'anxiété, améliore l'humeur et favorise une meilleure adaptation à la maladie. Les patients développent des stratégies de gestion et maintiennent de meilleures relations sociales. Différentes stratégies aident à gérer le stress et l'anxiété. Les techniques de relaxation, la méditation, les exercices de respiration et la pleine conscience sont particulièrement efficaces pour les patients parkinsoniens. Les aidants familiaux ont également besoin de soutien. Ils bénéficient de formations spécifiques, de groupes de parole et d'aide pour gérer leur propre stress. La prévention de l'épuisement des aidants est essentielle pour maintenir un accompagnement de qualité. Le maintien de la qualité de vie passe par la préservation d'activités plaisantes, la fixation d'objectifs réalisables, le maintien des liens sociaux et une adaptation progressive au changement. Le soutien psychologique est essentiel pour préserver le bien-être et l'autonomie des patients. La stimulation cérébrale profonde, ou SCP, représente une option thérapeutique avancée pour les patients parkinsoniens présentant des complications motrices sévères. Cette technique est particulièrement indiquée lorsque les fluctuations motrices et les dyskinésies ne sont plus suffisamment contrôlées par les traitements médicamenteux conventionnels. Le système de stimulation cérébrale profonde comprend plusieurs composants essentiels. Des électrodes sont implantées dans des zones spécifiques du cerveau et connectées à un générateur d'impulsion. Les électrodes sont positionnées avec précision dans des noyaux cérébraux spécifiques, principalement le noyau sous-thalamique ou le globus pallidus interne, selon les symptômes du patient. Le générateur d'impulsion, implanté sous la clavicule, délivre des stimulations électriques continues et ajustables. Les paramètres peuvent être modifiés de manière non invasive. La stimulation cérébrale profonde agit en modulant l'activité neuronale anormale dans les circuits moteurs. Elle permet de réduire significativement les fluctuations motrices et les dyskinésies. Les bénéfices de la stimulation cérébrale profonde sont multiples. Elle améliore considérablement la qualité de vie des patients en réduisant les symptômes moteurs et en permettant une diminution des doses médicamenteuses. La sélection des patients pour la stimulation cérébrale profonde nécessite une évaluation multidisciplinaire rigoureuse. Les critères incluent l'âge, l'état cognitif et la réponse préalable à la lévodopa. En conclusion, la stimulation cérébrale profonde représente une avancée majeure dans le traitement de la maladie de Parkinson avancée,
offrant une amélioration significative des symptômes moteurs lorsque les traitements conventionnels atteignent leurs limites. L'essai clinique DIVE représente une avancée majeure dans le traitement de la maladie de Parkinson. Cette recherche innovante explore une nouvelle approche d'administration de la dopamine directement dans le cerveau. L'essai DIVE est mené au Centre hospitalier universitaire de Lille, un établissement de pointe en recherche neurologique. Cette étude évalue un système révolutionnaire d'administration de dopamine. DIVE signifie dopamine intracérébroventriculaire. Cette technique consiste à administrer la dopamine directement dans les ventricules cérébraux, contournant ainsi les voies d'absorption traditionnelles. Le principe est d'utiliser une pompe spécialisée qui délivre la dopamine directement dans le système ventriculaire du cerveau. Cette approche permet un contrôle précis du dosage et une distribution optimale du médicament. Cette méthode présente plusieurs avantages par rapport au traitement conventionnel. Elle permet de réduire significativement les effets secondaires systémiques tout en maintenant une efficacité thérapeutique optimale. Les premiers résultats de l'essai DIVE sont très prometteurs. Les patients montrent une amélioration notable de leurs symptômes avec moins d'effets indésirables. Cette approche pourrait révolutionner le traitement de la maladie de Parkinson. L'essai DIVE représente l'avenir du traitement personnalisé de la maladie de Parkinson. Cette innovation ouvre la voie à des thérapies plus ciblées et plus efficaces pour améliorer la vie des patients. L'avenir du traitement de la maladie de Parkinson s'oriente vers une approche révolutionnaire, la médecine personnalisée. Cette nouvelle stratégie promet de transformer la prise en charge des patients. Actuellement, la plupart des patients reçoivent des traitements standardisés, mais cette approche unique ne convient pas à tous. Chaque patient présente des caractéristiques uniques qui influencent sa réponse aux médicaments. La médecine personnalisée révolutionne cette approche en utilisant des tests diagnostiques avancés pour adapter le traitement à chaque patient. Observons cette transformation. Cette visualisation illustre parfaitement la différence. À gauche, un traitement unique pour tous entraîne des résultats variables. À droite, les tests génétiques, biomarqueurs et analyses du mode de vie permettent de personnaliser le traitement. Dans la maladie de Parkinson, cette personnalisation repose notamment sur la compréhension des différents récepteurs de la dopamine. Chaque type de récepteur a des fonctions spécifiques dans le cerveau. Il existe 5 sous-types principaux de récepteurs dopaminergiques, de D1 à D5. Chacun utilise des voies de signalisation différentes et influence des fonctions cérébrales spécifiques. Ce tableau détaille les caractéristiques de chaque récepteur, leurs protéines G associées, leurs effets sur les messagers intracellulaires et leur structure. Ces différences expliquent pourquoi les patients répondent différemment au traitement. La personnalisation des traitements prend en compte plusieurs facteurs clés pour optimiser la thérapie de chaque patient. Les circuits cérébraux impliqués dans la maladie varient également d'un patient à l'autre. Certains patients présentent principalement des troubles moteurs, d'autres des symptômes non moteurs dominants. Cette approche personnalisée promet des bénéfices considérables, une efficacité thérapeutique améliorée, moins d'effets secondaires et une meilleure qualité de vie pour les patients. Les recherches actuelles développent des algorithmes d'intelligence artificielle et des tests diagnostiques avancés pour identifier le traitement optimal pour chaque patient. Cette révolution thérapeutique transformera la prise en charge de la maladie de Parkinson. Nous arrivons à la fin de cette série complète sur la maladie de Parkinson. Cette conclusion vous permettra de consolider vos apprentissages et de comprendre l'importance de rester à jour dans ce domaine en constante évolution. Au cours de cette formation, vous avez exploré les signes cliniques cardinaux de la maladie de Parkinson, appris les critères diagnostiques essentiels, découvert les traitements dopaminergiques et leurs stratégies d'utilisation, ainsi que l'importance de la rééducation et des traitements avancés. Maîtriser les fondamentaux est essentiel pour offrir des soins de qualité. Cela inclut la reconnaissance précoce des symptômes, un diagnostic différentiel rigoureux, une stratégie thérapeutique personnalisée et une prise en charge multidisciplinaire complète. Le domaine de la maladie de Parkinson évolue rapidement. Les essais cliniques comme Master Trial
Les nouvelles thérapies innovantes et l'approche de médecine personnalisée transforment constamment les pratiques cliniques. Les perspectives d'avenir montrent l'ampleur du défi. 25,2 millions de cas prévus en 2050, 139 thérapies actuellement en essai clinique et un marché thérapeutique dépassant 6,2 milliards de dollars. Votre engagement professionnel est essentiel. Continuez à vous former, consultez régulièrement la littérature scientifique, participez aux formations continues et surtout, offrez les meilleurs soins possibles à vos patients atteints de la maladie de Parkinson. Merci d'avoir suivi cette formation complète sur la maladie de Parkinson. Vous disposez maintenant des connaissances fondamentales pour accompagner efficacement vos patients dans cette pathologie complexe, mais de mieux en mieux comprise.